C'est difficile d'intervenir après deux interventions de ce type-là, surtout que je considère que j'ai beaucoup de leçons à donner sur ce sujet, mais je pense que la question palestinienne est une question qui pousse à beaucoup de remises en question. C'est une question centrale. On a eu la chance d'intervenir ensemble avec Christophe il y a 2 ans de ça, et j'étais parti sur la question de la sacralité de l'Quds. Et ce que je vous propose, en fait, c'est plutôt que de partir sur un nom exposé, je vais essayer de partir sur 3 enseignements importants qui émanent du Coran, puisque c'est l'objet de mon intervention, de revenir à une dimension spirituelle, ou d'aller vers une dimension spirituelle. Et il y a 3 dimensions qui me paraissent essentielles dans la manière qu'a Allah d'aborder la question de la Palestine dans le Coran, la question de la Quds, la question de Jérusalem. La première, c'est que à chaque fois qu'Allah nous parle de cette terre-là, il en parle en nous appelant à beaucoup d'humilité, en fait. C'est en même temps une terre d'espoir, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui un territoire qui est occupé, où les populations sont asservies, et on vit une époque où l'asservissement devient une règle un peu partout sur la planète, même si la Palestine symbolise beaucoup de choses. Au-delà de l'asservissement armé ou de l'asservissement militaire, il y a d'autres formes d'asservissement dans le mode de consommation, c'est l'objet de l'association, dans ce qui peut se passer en Afrique aujourd'hui, sur d'autres territoires. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en trame de fond présent et qui a existé dans l'histoire de l'humanité. Et qui a existé il y a plusieurs siècles. Et Allah, quand il a libéré les Juifs d'Égypte, il leur a donné une terre de libération, en fait. Il leur a donné une terre d'espoir. Et en même temps qu'il leur offrait cette terre d'espoir, il leur a donné une consigne. Il leur a dit... je ne vais pas citer les versets en entier, parce que j'ai 10 minutes, mais le message central du verset, il leur dit, et lorsque Dieu dit à Banu Israël de rentrer en Palestine, il leur dit rentrer prosterné, rentrer tête baissée, en fait, en toute humilité, et dites hitta. Hitta, c'est un terme qui signifie demander repentance, en tout cas qui signifie ayez une démarche d'humilité dans ce que vous allez entreprendre. Et pourtant, ils sont libérés d'un territoire, ils ont été asservis, donc on pourrait dire qu'il n'y a pas de raison de demander pardon à ce moment-là. Mais c'est un continuum dans tout le message de l'islam, c'est-à-dire que même quand on réalise des bonnes actions après la prière, après chaque œuvre qu'on fait, le prophète nous enseignait à cette démarche d'humilité et à ne pas tomber dans l'orgueil. Et à ce moment-là, ils sont libérés, ils vont rentrer sur un nouveau territoire, ils vont avoir la possibilité d'exploiter ce territoire. Et Allah leur dit soyez humbles dans votre démarche. Soyez humbles, ça va être la parole de Moussa qui va leur enseigner ce message-là, qui va les appeler à être consciencieux dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Malheureusement, ils vont commettre certaines erreurs, comme Allah nous raconte, pour pas qu'on commette ces erreurs aussi, nous, en tant qu'humains, parce qu'on participe tous de cette histoire-là, notamment dans la volonté de vouloir surconsommer. Ils vont commencer à demander à Moussa de nous... lorsqu'il dit à Moussa, nous ne pourrons patienter que sur une seule forme de nourriture, donne-nous de la diversité dans notre alimentation, et ils vont demander tout un tas d'aliments. Je pense que c'est le premier point essentiel qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la terre de Palestine, c'est une terre qui doit nous rappeler qu'on doit rester humble dans tout ce qu'on entreprend, parce que c'est une terre finalement qui a connu beaucoup de choses, mais qui restera toujours l'ancrage de la symbolique de la résistance, en fait. Parce que cette vie-là, c'est une vie où Allah nous demande de lutter d'une manière ou d'une autre, de lutter pour des valeurs, de lutter pour un message, de lutter pour la foi, d'être dans une démarche de conscience. Et cette terre-là a toujours été à la croisée des chemins, quelles que soient les générations, quelles que soient les époques, et encore plus pour nous aujourd'hui, encore aujourd'hui. Et en même temps qu'elle est une terre qui nous appelle à l'humilité, je le disais, c'est la terre de l'espoir, parce qu'à chaque fois il y a des solutions qui sortent de cette terre-là. Ça a été la solution pour Banu Israël à cette époque-là. Mais plus qu'une simple solution, c'est la terre des miracles. C'est Isa, c'est là-bas qu'il est né, Jésus.
Zacharia, quand il va à la rencontre de Maryam et qu'il voit Maryam avec tous ses aliments et qu'il l'interroge, d'où viennent ces aliments, c'est la terre où Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que tout un tas de miracles se réalisent. Et donc c'est une terre qui nous pousse à l'audace. Parce que certes, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à l'humilité, mais l'humilité, c'est l'arme de celui qui est audacieux, en fait, dans la démarche de la foi. C'est-à-dire que quand on est audacieux et qu'on n'a pas l'humilité, on tombe dans l'orgueil et on va devenir nous-mêmes des gens qui asservissent. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la clé de départ, c'est l'humilité, mais l'humilité qui te pousse à te taire n'est pas une vraie humilité, c'est de la peur. Et la peur est l'arme de Shaitan. Donc, la véritable humilité, c'est la démarche de celui qui est audacieux, qui sait que tout est possible en réalité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte des histoires miraculeuses dans le Coran, qui sont des exceptions en fait, qui sont des choses qui se produisent pratiquement jamais, notamment quand cet homme interroge et dit mais comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourrait faire revivre cette terre? C'est un passage dans Surat Al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala dit mais comment pourrait-il refaire vivre une terre qui a été anéantie par les êtres humains, qui ont massacré ces terres-là. Aujourd'hui on parle d'écologie, etc. Et dans le discours écologique on pense qu'on va devoir sauver la planète. Le rapport à la création, le rapport à la nature doit être un rapport consciencieux parce qu'on est en lien avec la création, on est en lien avec les signes de Dieu, on est en lien avec quelque chose qui est censé éveiller nos cœurs. Mais on ne va pas sauver la planète. Si Dieu veut la faire revivre, il la fera revivre. S'il veut la faire disparaître, il la fera disparaître. Il faut arrêter de se mettre un poids sur les épaules qui n'est pas supportable. Ce qui est important, c'est d'être consciencieux dans les démarches qu'on entretient avec la création, dans les démarches qu'on entretient avec la nature. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans cette histoire-là de cet homme qui disait mais c'est pas possible, on ne pourra pas faire revivre la terre. Et bien il le fait mourir. Et il le fait mourir pendant 100 ans, et il le fait revivre au bout de 100 ans. Et donc en fait c'est la terre des miracles, c'est la terre où Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que tout devient possible. Et c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe en Palestine, on se dit mais on parlait de l'histoire, mais comment ces gens résistent depuis autant de temps? Et des gens ils sont nés là-bas, ils ont connu que ça en fait. C'est-à-dire que nous, notre mode de vie, où finalement on a des moments où on est tranquille, des moments, enfin on a de moins en moins, mais c'est-à-dire que dans nos pays on a quand même la chance d'avoir celui qui veut faire ce choix de vie, il peut faire le choix de vie d'être tranquille, même si les épreuves viennent toujours par des portes différentes. Bah eux non, ils n'ont pas connu ça en fait. Ils n'ont pas connu ça et pourtant ils sont encore là en train de résister alors qu'ils auraient l'opportunité de fuir. Ces 400 hommes dont parlait Christophe tout à l'heure, ils auraient pu partir et dire bon bah c'est bien, on va faire partie de la diaspora et puis c'est tout. Non, ils sont restés. Parce qu'il y a de l'audace en fait. Il y a une audace qu'on perd de plus en plus à notre époque. C'est-à-dire qu'on devient très passif et très craintif parce qu'on vit l'époque des phénomènes de masse où finalement on est dans des routines, dans des rythmes de vie où on a l'impression que rien ne devient possible, que finalement c'est devenu un système qui est gigantesque. On ne peut rien faire contre un système qui est gigantesque. Quand on nous parle de la Palestine, on se dit ouais mais le sionisme et ceci, et les médias, et l'armée, et les banques, et les machins. Mais l'audace de celui qui a foi, c'est l'audace de quelqu'un qui se dit non mais je fais juste parce que je me sens responsable de faire, et en toute humilité, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut ouvrir n'importe quelle porte. Il n'y a rien d'impossible. Et si c'est pas un bien, ça s'ouvrira pas. C'est pas un problème, parce qu'en vérité, on lutte pour des choses, pour des valeurs, on lutte pour quelque chose qui est au-dessus de la réalisation. Que ça marche ou que ça ne marche pas, même si en tant qu'humain, on a toujours le besoin que ça se réalise à un moment ou à un autre, on a toujours besoin de voir un résultat quelque part. Mais quand on lutte pour les valeurs, quand on entend le discours que Christophe nous proposait tout à l'heure, les valeurs, elles sont là, ça marche. Il y a des gens qui portent ces valeurs en vérité. Il y a des gens qui sont en lien, quelle que soit leur confession. Il y a des gens qui entretiennent ce message. Et ça marche en fait. Il n'y a pas besoin qu'on tombe dans une réussite politique ou dans une réussite matérielle. La réussite, elle est déjà présente en réalité. Et c'est cette audace-là qui fait que ça fonctionne. Même si on aspire à toujours plus. Et le troisième élément qui me paraît important dans le message coranique, c'est qu'en même temps que c'est une terre où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle à ce message d'humilité et à ce message d'espoir qui doit nous conduire à plus d'audace, c'est la terre de l'épreuve. Et c'est la terre du tri. Allah subhanahu wa ta'ala fait le tri avec cette terre-là, avec ce qui se passe. Et encore aujourd'hui, à chaque fois qu'on lève le drapeau palestinien, les positions des gens vont changer. Des gens que tu penses proches de ton discours, des gens que tu penses proches de toi. Musulmans, pas musulmans. Et bien là, tu vas te rendre compte qu'en vérité, c'est-à-dire que ce message-là, c'est un vrai fardeau à porter, c'est un vrai poids à porter. Et le tri se fait naturellement.
Et ça, ça a toujours été quelque chose de révélateur. C'est pas pour rien que le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala, 2 moments dans sa vie, et c'est pas le seul prophète, hein, je raconterai une autre histoire aussi pour montrer l'illustration. Il y a 2 moments dans sa vie qui ont été des moments de tri importants. C'est-à-dire qu'il a, même dans les rangs des compagnons, certains ont été perturbés, même des gens très proches du prophète alayhi salatu wassalam ont été perturbés, ils ne savaient pas comment se positionner. Le premier moment important, c'est l'Isra wal Mi'raj. Le moment de, comment on dit, de l'ascension, mais l'Isra, comment on dit, le voyage nocturne. Le moment du voyage nocturne entre la Mecque et Jérusalem, et de Jérusalem au 7e ciel. Là, il y a des gens qui se disent, mais il y a même certains qui ont quitté le message, qui ont quitté l'islam à ce moment-là, en se disant, on ne peut pas cautionner ce discours-là. Comment en une nuit il aurait pu faire ce voyage? Et donc cette symbolique du voyage vers Jérusalem a permis de faire le tri aussi dans le message coranique à ce moment-là, parce que le lien avec Jérusalem est quelque chose qui représentera toujours un poids à un moment donné. Le prophète, il va à Jérusalem, il va faire le lien avec tous les prophètes, il va prier avec tous les prophètes. Il vient me poser la question ce matin, de est-ce que c'est vrai l'histoire de la prière du prophète avec tous les prophètes à Jérusalem? Oui, parce que c'est l'endroit, c'est la symbolique du lien, c'est la symbolique qui redonne du sens. Mais dans cette symbolique qui redonne du sens, ça a été le moment de l'épreuve. Alors Allah a fait en sorte qu'à ce moment-là, qu'à la fin de la période mécoise, au moment où le prophète avait besoin peut-être le plus de soutien, au moment où il était fragile politiquement, Allah va épurer pour que justement, ce ne soit pas dans la quantité du nombre d'adhérents que va se faire la force, dans la qualité de la conviction que va se faire la force en fait. Des gens qui, comme Abu Bakr, il l'a dit, c'est que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une telle attache, et il y a un tel partage de cœur à ce moment-là, qui fait que le tri se fait naturellement en fait. Il y a ce moment-là qui va être important dans le tri, il y a l'autre moment où quand le prophète, quand il était à la Mecque, il priait en direction à la fois de la Kaaba et à la fois de Jérusalem, puisqu'il était positionné au sud, et donc il priait vers la Kaaba, et en même temps il avait Jérusalem en face de lui. Mais quand il est arrivé à Médine, donc il priait en direction de Jérusalem. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui ordonner de changer de direction, de prier en direction de la Mecque. Et c'est pareil, ça va perturber beaucoup de monde. Qu'est-ce que c'est que cette religion où ils changent de qibla, ils changent d'orientation pour leur prière? Et en fait, Jérusalem, en même temps qu'elle est une symbolique forte, elle va permettre de faire le tri à chaque fois dans les moments importants. Pour Daoud alayhi salam, par exemple, quand il va faire le combat, on connaît l'histoire de David et Goliath, et quand, au moment de l'affrontement, une des choses importantes qui va se passer, alors, il y a des gens il y a des enfants d'Israël qui demandent à se débarrasser de Goliath, qui est un tyran sur terre. Et ils demandent à ce qu'ils aient un roi. Ils pensent que c'est la solution politique qui va être la solution à ce moment-là, ils veulent un roi. Et Allah va leur donner ce roi en leur disant, méfiez-vous parce que la vraie solution est dans votre conviction profonde d'apporter ce message-là. Et quand il va leur donner un roi, déjà beaucoup vont finalement, non, on pensait qu'en vérité le combat n'était pas si vrai que ça. Et puis beaucoup vont se désister. Et puis ensuite, après ça, Allah va faire en sorte que le roi qu'il leur a donné est quelqu'un qui n'a pas le pouvoir économique et qui n'a pas la reconnaissance politique. Et encore beaucoup d'autres vont se désister. Et ils vont avoir tout un tas d'épreuves en route. Et notamment quand ils arrivent à Jérusalem, quand ils arrivent en Palestine, Allah leur ordonne de ne s'abreuver qu'un minimum de la rivière qui passe. Et de ne pas faire de provisions, d'avoir confiance, autrement dit. Et très peu vont avoir cette capacité aussi à avoir confiance. Et il va rester 313 hommes, derrière la symbolique forte de ces 313 qui va être le même nombre de ceux qui vont être à Badr par la suite. Ces versets sont révélés juste avant la bataille de Badr, comme pour prévenir les compagnons, méfiez-vous des apparences. Et en fait, il va y avoir ces gens qui vont avoir la capacité finalement à résister et à aller au bout du combat, en sachant qu'en fait, dans toutes les luttes que j'évoque, il n'y a pas de combat armé à la fin. Daoud, il ne va pas se battre. Alors, ce matin, va faire que Goliath, par peur, va faire marche arrière. C'est-à-dire que le fait de voir David dans les récits qui nous sont rapportés est quelqu'un de très mince, très petit, et il va avoir peur de voir cet homme-là s'avancer en se disant mais c'est pas possible, c'est qui cet homme? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'en réalité ce qu'il éprouve au plus profond, c'est pas le combat armé ou c'est notre capacité à réellement porter le message qu'on est censé porter. Et en vérité, dans les 3 histoires que je viens d'évoquer, il y a 3 enseignements importants. Dans le premier, dans l'histoire de la Qibla, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à être vigilants face aux normes sociales.
Parce que dans l'histoire de la Qibla, en fait, il y a une norme sociale qui est prise dans une direction, alors ce matin, elle va la changer. Et c'est très difficile de lutter contre les normes sociales. Et en Palestine, aujourd'hui, on nous apprend à être vigilants face à ces normes sociales. Quand on voit ces gens, quand on va sur place, même si j'ai pas eu la chance d'y aller souvent, qui pourraient en vérité disposer d'une reconnaissance sociale, d'avoir de l'argent, il suffirait qu'ils vendent leur terre, en fait. La compromission, elle est très simple, en vérité, pour l'être humain, s'il n'est pas attaché à des valeurs. Quand je vois ces gens qui, en France, aujourd'hui, vont devant les grandes surfaces et qui vont tracter pour appeler au boycott, ils ne sont pas 100, ils ne sont pas 1000, ils ne sont pas 1 million, ils sont parfois 5, ils sont parfois 6, ils sont parfois 7. C'est-à-dire que c'est en même temps une lutte contre des normes sociales où on leur dit que boycotter, c'est même illégal dans le discours qu'on entend aujourd'hui, même si ça ne l'est pas. Tout le monde pense que c'est illégal. Donc c'est très difficile de ramer à contre-courant. Mais plus qu'une lutte contre les normes sociales, dans l'histoire que j'évoquais d'Alexandre Mirage, c'est aussi une lutte contre les apparences. Parce qu'on vit dans une société où finalement on a besoin de se fondre dans les phénomènes de masse. On vit une société de l'acculturation. Christophe nous parlait de ce qui se passe en Palestine, la préservation d'une histoire culturelle, de l'histoire de civilisation, quelle qu'aient été ces civilisations, on a toujours essayé de préserver ces civilisations-là. Parce que c'est des cultures qui nous parlent. Et quand on voit l'époque, aujourd'hui on critique par exemple ce qui se passe avec Daesh en Irak, qui détruisent, etc. et c'est une catastrophe. Mais en réalité on fait la même chose quand aujourd'hui on va en Chine, quand on va dans des pays qui ont des histoires et qui ont des civilisations, et qu'on nous apprend à construire des McDo de partout et construire des grandes autoroutes de partout, et à fonctionner uniquement selon un modèle de société, et qu'on ne préserve pas les cultures, et qu'on ne préserve pas la diversité, on est en train de tous se perdre en fait. Et quand en Palestine, il y a une micro-population, aussi faible soit-elle, qui à chaque fois que les terres sont détruites, essaie de reconstruire en préservant cette diversité-là, en entretenant cette diversité-là, ils sont un modèle pour nous en réalité qui vivons aujourd'hui dans des phénomènes de société où on se laisse absorber par tous ces phénomènes-là. On se laisse absorber par des normes sociales qui sont destructrices parce qu'on n'a même plus de lien. Alors que eux, à leur échelle à eux, ils arrivent à entretenir ce lien, ils arrivent à entretenir cette diversité-là, ils arrivent à être encore dans des relations saines de voisinage, ce que nous, on n'arrive plus à faire. C'est pour ça que quand Christophe dit en vérité il a de la chance d'aller là-bas, c'est vrai, même si c'est une chance, en même temps c'est un courage et c'est un effort d'y aller. Mais ça reste une chance de pouvoir être en contact avec des gens qui ont un mode de vie sain qu'on est en train de perdre de plus en plus. Et le troisième élément, et je vais conclure, parce que sinon je vais me faire taper sur la doigt par rapport au temps qui passe, dans l'histoire de Daoud, il y a quand même une symbolique forte, c'est qu'on vit dans la société du matérialisme. Et parfois on se dit, ouais, mais en Palestine, Gaza certes, mais dans les territoires occupés, ils n'ont pas de problème d'argent. Ils ont des dons, ils ont des subventions, le problème est fondamentalement politique. C'est vrai, et en même temps, si la solution n'était que financière, enfin, s'ils étaient obnubilés par la dimension financière, ils partiraient et pourraient être, je pense, beaucoup plus riches qu'ils ne le sont aujourd'hui. Il y a un vrai combat politique, il y a une vraie lutte politique, mais ils nous éduquent aussi à une résistance contre le matérialisme. Parce que malgré tout, ils sont dans la sécurité. Parce que malgré tout, ils ne sont pas à l'abri. Comme nous, aujourd'hui, on cherche tous à vivre dans une certaine forme de confort, on va avoir notre petit chez-soi le plus sécurisé possible. Hein, on veut avoir un boulot le plus stable possible. On ne vit plus dans une démarche de confiance, en fait, en sachant prendre des risques, en sachant retrouver de l'audace, en sachant voyager, en sachant parcourir le monde, en sachant découvrir les gens, en allant découvrir les gens. On vit en étant de plus en plus enfermés, en étant de plus en plus cloisonnés. Et ces gens-là qui vivent finalement avec une épée de Damoclès sur la tête, ben, ils nous apprennent aussi finalement à sortir de cette société du matérialisme. Donc ils sont une école pour nous en fait. Parler de la Palestine, c'est certes résister pour les Palestiniens, mais c'est se rappeler que nous aussi on a des résistances, que eux nous apprennent au quotidien en fait. Dans leur manière de vivre, ils sont une école pour nous. Et alors ce intérêt fait qu'ils préservent cette école-là pour nous, et il faut qu'on s'en rappelle le plus souvent parce que ce qui est triste aujourd'hui, c'est que malheureusement, quand les médias nous demandent de parler de la Palestine, eh ben on en parle. Mais en dehors de ça, il est difficile d'arriver à trouver des gens pour aller manifester. Alors tout le monde n'est pas appelé à manifester, il y a des gens qui manifestent, mais il est difficile d'aller trouver des gens pour aller en Palestine aussi. Alors tout le monde n'est pas obligé d'aller en Palestine, mais il est difficile de trouver des gens qui vont tracter devant les grandes surfaces. Alors tout le monde n'est pas amené à aller dans les grandes surfaces. Mais on a tous un rôle de lien avec la Palestine. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on essaie tous, quelque part, d'entretenir à notre niveau, avec nos compétences, parce qu'on en a tous des compétences, on a tous des facultés, on a tous des dons de Dieu. Est-ce qu'on essaie d'entretenir ce lien qui est une éveil pour nous-mêmes, en fait?
qui est quelque chose qui est nécessaire même presque pour nous. Et là, je pense qu'il y a un vrai défi pour nous. C'est d'abord pour nous en vérité. C'est presque égoïste en vérité. Mais penser à la Palestine, c'est une nécessité même pour notre cheminement. Et donc je vais conclure sur ça parce qu'on a plus besoin des Palestiniens qu'eux ont besoin de nous, je pense. Et c'est en prenant conscience de ça que peut-être on arrivera à mettre cette lutte-là à son vrai degré. Avant de passer aux questions, juste puisque on parlait de ce que nous pouvions faire, il a évoqué les différents niveaux de participation sur cette question-là. Il a parlé de manifestations. Je saute sur l'occasion pour vous dire que le 13 décembre à Paris, il y a un appel pour un grand rassemblement. S'il y a des gens qui sont disponibles ce jour-là, se rapprocher de moi, nous allons parler des 10 ans de blocus inhumain sur Gaza. C'est vrai que Gaza, on n'en parle pas beaucoup, mais le blocus continue. La situation est complètement... Enfin, je veux dire, c'est un véritable génocide qui est en train de se passer sous nos yeux. Christophe peut-être en parlera tout à l'heure quand vous poserez vos questions. Mais il y a des chiffres comme ça qui parlent d'eux-mêmes. À Gaza, actuellement, il y a plus de 90% de l'eau qui est polluée, par exemple. Donc, il y a entre 0 parfois, on a vu cette année, et 2 à 3 heures d'électricité par jour. Je ne sais pas si on se rend compte ce que c'est que vivre avec 2 ou 3 heures d'électricité par jour. Et j'en passe, bien évidemment. Je pense que dans vos questions, il sera peut-être question... Christophe est mieux peut-être placé que moi. Mais en tous les cas, sur les actions qu'on peut mener, on envisage d'en mener plusieurs, notamment sur 2018. Mais au niveau du boycott, on sait que les actions se mènent toute l'année et depuis de nombreuses années. Le collectif est là pour porter ces actions. On n'attend pas des bombardements sur Gaza pour agir. Et dès que le sang sèche, c'est terminé. On a tout oublié. Malheureusement, là-bas, ça continue. La persécution continue. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, à participer à ces journées de formation que nous allons organiser et surtout aux actions que nous allons développer sur 2018. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer dans les questions à la salle. C'est plutôt à vous, je pense, comme vous voulez, où est-ce que vous voulez vous installer. Alors, est-ce qu'il y a des questions? La première, c'est toujours la plus difficile. Allez-y, on a la chance d'avoir des invités là. Je crois que c'était Jérôme qui avait évoqué tout à l'heure par rapport à Amnesty International. Il se posait la question, il s'intéressait sur les problématiques qui se passent actuellement à Gaza. Ma question, c'est la suivante, est-ce que Amnesty International et d'autres organisations ont un poids aujourd'hui pour dénoncer et actionner quelque chose par rapport à ce qui se passe à Gaza? Oui, en fait, j'évoquais cette question à travers la question de l'apartheid israélien. Encore une fois, ça me paraît être un angle important. Alors, ce n'est pas le seul, bien sûr, mais ça me paraît être un angle important. Si un certain nombre d'organisations internationales telles que Amnesty, mais d'autres aussi, arrivaient à démontrer ce que tout le monde sait. D'ailleurs, tout à l'heure, Christophe évoquait la Cour pénale internationale. Moi, je partage ce qui a été dit, c'est-à-dire que souvent, on se dit, oui, mais la Cour pénale internationale, c'est fait que pour les chefs d'État africains, etc., etc. Le dépôt de plainte qui a été fait cet été, notamment porté par notre ami Gilles Devers auprès de la CPI, sont des éléments extrêmement importants parce que il faut avoir cet espoir-là qu'à force d'accumulation, à force de travail, et la plainte qui a été déposée cet été est une plainte au nom de la société civile palestinienne et des organisations de la société civile palestinienne.
on a l'espoir qu'à force d'accumuler ces éléments, on puisse déboucher sur de vrais procès et de vraies condamnations. Moi, j'y crois, je continue à y croire, et c'est pour ça que j'évoquais Amnesty, c'est que si ce type d'organisation se met dans la bataille et arrive à échafauder un vrai argumentaire autour de cette question, notamment de la question de l'apartheid, qui est encore une fois un crime contre l'humanité, et qui a une spécificité des crimes contre l'humanité, c'est qu'effectivement, on doit les faire cesser immédiatement, et c'est de la responsabilité de chaque État. Alors c'était vrai aussi sur la condamnation d'Israël par la Cour internationale de justice, sur la question du mur, qui a été très clairement condamné par la Cour internationale de justice. Et là aussi, c'était quelque chose qui s'appliquait à chaque État et qui aurait dû être mis en... voilà, que chaque État aurait dû appliquer. Il n'en a rien été. Mais voilà, l'apartheid, la Cour pénale internationale, voilà, sont autant d'éléments qui nous font dire qu'un jour, et en tout cas c'est l'espoir que nous portons, cela soit véritablement devant les juridictions internationales et qu'Israël soit enfin condamné pour les crimes commis à Gaza, les crimes de colonisation, qui sont des crimes continus. Et Gilles Devers nous expliquait cela de manière très importante, c'est que sur le dépôt de plainte qui a été formulé cet été, ils ont en même temps évoqué, bien entendu, la question des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis à Gaza, mais également, ils ont mis dans cette plainte les crimes de colonisation. Et avec cet argument de dire que les crimes de colonisation sont aujourd'hui fortement documentés par tous les observateurs. C'est très facile à démontrer ces crimes de colonisation. Voilà, tout ça va dans le bon sens. Et en tout cas, on est un certain nombre à croire qu'un jour la justice passera. Oui, je voudrais ajouter, je suis également un élève de Gilles Devers, je suis complètement de son école, et il m'a tout appris, en particulier quand on a écrit ce petit bouquin sur la Cour. Il n'a pas signé parce que les avocats ont une déontologie, mais tous les faits juridiques qui sont relatés dedans et qui sont écrits à caractère pédagogique, hein, c'est un peu la Cour pénale internationale pour les nuls dont je faisais partie. Il faut relativiser le poids des organisations type Amnesty. Elles ont un rôle très important en ce qui concerne la sensibilisation du public, l'opinion. Elles ont une certaine présence médiatique et tout ça c'est très bien, mais ça n'a pas de valeur juridique, hein. Il y a des outils juridiques et pour condamner, les juges ont besoin de beaucoup d'autres choses que d'organisations. Les organisations peuvent participer, ils font des bilans, ils font des enquêtes, mais la loi c'est beaucoup plus précis. En particulier à Gaza et depuis la dernière guerre, a été mis sur pied bien, toute une équipe, je dirais, médico-légale. Lorsqu'une plainte est déposée contre quelqu'un qui a été tué ou blessé, ben vous comprenez que pour convaincre un juge que c'est exact, à la limite, il faudra avoir une photo de la bombe quand elle tombe, une photo de la personne blessée, le nom de la personne qui est juste à côté sur la photo qui vient témoigner avec sa carte d'identité, son email et son numéro de téléphone. Après, arrivé en salle d'opération, il faut avoir des documents, des prélèvements qui authentifient l'acte, la blessure, etc. Vous voyez, il y a toute une chaîne d'informations à collecter pour aboutir à une véritable plainte d'une personne ou d'une famille individuelle qui porte plainte pour un crime donné. Donc tout ça est très compliqué, mais il y a des professionnels qui connaissent ça bien et qui forment des équipes. Et aujourd'hui, par exemple, à l'hôpital Shifa de Gaza, vous avez même une liste de garde. C'est-à-dire que s'il existe, si quelque chose se produit, eh bien, il va y avoir toute une série de personnes formées, c'est généralement dans le milieu des infirmiers et des infirmières, que sur la base du volontariat, des personnes ont été formées. Donc, tout ça progresse et ça aboutit à des dossiers qui sont indiscutables. Vous voyez, un vrai dossier qui a valeur à la Cour pénale, c'est un dossier qui est fait comme ça, rédigé en plusieurs langues, et toute une série d'accumulations de preuves qui aboutissent finalement au fait que cette plainte est valide. Alors c'est des plaintes des personnes, c'est des plaintes contre des armes interdites. Eh bien, il faut donc recueillir les fragments de ces armes, prouver qu'elles étaient à tel endroit, en particulier les armes
utilisant des produits radioactifs. Donc il faut avoir des compteurs GGR pour pouvoir mesurer la radioactivité de certaines armes dans certains quartiers à certains moments donnés. Et donc tout ça s'accumule un petit peu comme des nuages de mauvais temps sur l'horizon pour Israël. Et tout ça, ça construit l'avenir. Il y a plusieurs choses que tu as dites, tout était formidable, mais il y en a qui m'ont frappé. D'abord, c'est le modèle. Effectivement, Gaza est un modèle. Moi, je pense souvent que Gaza est un modèle écologique, un modèle d'autosuffisance, parce que finalement, avec tous les malheurs qui les accablent, eh bien, on voit derrière la réaction. Et la deuxième chose qui m'a frappé, c'est l'important, c'est d'agir, c'est pas de réussir. Ça m'a rappelé l'anecdote, tu la connais sans doute, de ce gars qui allait tous les jours pendant la guerre du Vietnam manifester devant l'ambassade des États-Unis. Et puis à un moment donné, il y a un gars qui sort de l'ambassade et qui lui dit, écoutez, vous croyez que vous avez changé quelque chose? Et le gars qui dit, non, mais l'important c'est que moi je ne change pas. Vous voyez, donc c'est une façon plus d'élaborer ce que tu as dit. D'autres questions? Oui, une question par rapport à ce qu'on peut faire nous ici. On sait que, bon, déjà au niveau de l'aide, etc., il y a des collectes qui se font, etc., donc pour pouvoir aider un peu ceux qui sont dans le besoin là-bas et qui subissent l'oppression. Et puis il y a cette histoire de boycott. Alors comme ici c'est une association de consommateurs, hein, l'UFCM c'est ça, donc c'est la question de la consommation. On voudrait bien que vous réagissiez par rapport à ces questions de boycott parce qu'on entend par-ci et par-là que le boycott contre Israël serait illégal, etc. Puis on entend d'un autre côté aussi qu'au niveau des autorités sionistes, apparemment ça leur fait très mal cette histoire de BDS, de boycott qui se fait pratiquement sur toute la planète. C'est qu'il y a même en Amérique du Sud, qui sont très actifs sur ces questions-là. Alors, je veux bien savoir, est-ce que c'est une action qui est pertinente, c'est une action à développer, et puis pour nous, c'est au niveau du FCM, au niveau de l'association consommateur, c'est intéressant parce qu'on voudrait que les gens prennent conscience dans leur acte d'acheter et de consommer, qu'ils ne consomment pas n'importe comment. Et la question de consommer des produits qui ont été fabriqués sur des terres colonisées ou des terres volées, ou par des gens qui ne respectent pas le droit international, c'est important pour nous, en Palestine et ailleurs. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Est-ce que c'est réellement une action pertinente? Est-ce que c'est réellement criminalisé? Est-ce que maintenant c'est un délit de boycotter ou pas? Alors, d'abord, sur la question du délit, il y a une tentative effectivement de criminalisation de la campagne BDS. Il a été trouvé un artifice juridique d'une loi de 1880 et quelques, 1800, sur la liberté de la presse, bon, pour faire vite, qui assimilerait la campagne de boycott des investissements sanctions à une politique de discrimination vis-à-vis d'une origine, d'un peuple, etc. Et c'est cet artifice-là qui a été utilisé pour condamner un certain nombre de militants qui étaient soit devant les supermarchés, soit voilà, qui appelaient au boycott. Il n'y a pas de loi en France qui interdise le boycott. Il y a cet artifice juridique dont beaucoup de juristes d'ailleurs disent que ça ne tient pas très longtemps la route du point de vue juridique. En tout cas, il y a un arrêt de la Cour de cassation qui est allé dans ce sens négatif vis-à-vis de militants qui ont été condamnés. Alors, comme il y a un artifice juridique, il faut qu'on arrive à le contourner, il faut qu'on arrive à... Voilà. Alors, il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu des périodes, il y a quelques mois en arrière, où chaque fois qu'on sortait un t-shirt boycott, il y avait même des gens qui étaient arrêtés parce qu'ils avaient un t-shirt d'appel au boycott. Et puis,
Souvent, dans notre communication, nous disons, nous, qu'il faut boycotter l'apartheid israélien. Je renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur la notion d'apartheid et de politique d'apartheid, qui est un crime contre l'humanité. Donc ça devient un peu plus compliqué du point de vue juridique pour nos détracteurs de nous attaquer, ou en tout cas, il serait intéressant qu'il y ait un procès qui nous soit fait, parce que nous appellerions au boycott d'un crime contre l'humanité, en quelque sorte. Donc voilà, il y a des manières de faire maintenant, on est devenu instruit par l'expérience, on arrive à quand même, en France, parce que c'est une question quand même assez française. Alors, l'attaque contre la campagne boycott, elle n'est pas que française. On a vu à travers un certain nombre de pays d'Europe, en Angleterre également, qu'on ne sait plus trop en Europe ou pas, mais il y a eu un certain nombre d'attaques qui visaient toutes à criminaliser la campagne de boycott, avec des résultats très contrastés. Il y a eu plusieurs pays qui ont décidé, eux, que le boycott était tout à fait licite dans leur pays. Donc voilà, il y a une bataille juridique, il y a une bataille citoyenne, et par exemple, nous, on a eu des arrêts d'interdiction de la préfecture qui faisaient référence, soi-disant, à une interdiction du boycott. On les a contestés, et d'ailleurs on vient avoir un arrêt assez intéressant, puisqu'on avait fait appel de la décision visant à casser la décision du préfet du Rhône de nous interdire une manifestation. Et la Cour, le tribunal administratif, reprend pas du tout l'argumentaire sur l'interdiction du boycott, par exemple. Et ça, c'est assez intéressant. Il parle simplement d'un possible trouble à l'ordre public. Bon, ça, c'est aussi des entrées assez faciles pour le tribunal administratif. Mais en revanche, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il ne reprend pas du tout l'argumentation d'une interdiction du boycott ou du fait que nous aurions été potentiellement dans ces manifestations amenés à soutenir ou à lancer des slogans de boycott. Donc on sent une certaine fragilisation et en tout cas beaucoup de flottement, et même les forces de police sont assez démunies maintenant quand ils viennent nous voir en disant « mais alors ce boycott », ils nous posent la question à nous, c'est assez singulier, nous dire « mais on ne comprend plus rien, est-ce que c'est interdit, est-ce que c'est pas interdit, est-ce que... » Voilà. Donc il y a une bataille juridique, sachant que cette bataille juridique va avoir des prolongements, puisque la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie de cette question. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme a posé cet été un certain nombre de questions à la France. Donc elle a reçu ce pourvoi au niveau de la Cour européenne, et elle le traite de manière tout à fait sérieuse, puisqu'elle a demandé des explications à la France. Donc on pense on espère beaucoup du côté de l'Europe et de la Cour des droits de l'homme pour dire le droit et savoir si l'appel au boycott est bien licite. Ce qui est rappelé quand même par les instances européennes, qui rappellent à plusieurs reprises, Madame Mogherini, qui a rappelé à plusieurs reprises que même si elle n'était pas d'accord avec les appels au boycott, cet appel au boycott en Europe ne devait pas être sanctionné et était tout à fait un droit d'expression des citoyens européens. Donc on voit, voilà, une situation très contrastée. Mais ce qui veut dire aussi que nous, on doit continuer cette campagne. Alors, il y a eu un débat dans le mouvement de boycott. Au départ, c'était le boycott des seuls produits issus des colonies. Et puis, l'appel de 2005 au boycott des investissements en sanctions a bien entendu élargi. Nous boycottons tous les produits dès lors qu'ils viennent d'Israël. Nous boycottons également les artistes qui viennent ici en France dès lors, par le fait qu'ils soient israéliens. Ils ne sont pas boycottables de leur seule
de leur seul fait, du seul fait qu'ils soient israéliens, artistes israéliens, mais parce qu'ils seraient soutenus par un ministère, par une organisation officielle de l'État d'Israël, ce qui est le cas malheureusement de nombreux artistes. Alors voilà, par exemple, cette campagne marche très bien. Et puis quand on prend un peu de hauteur et qu'on zoome sur l'Europe, sur le monde, on s'aperçoit que cette campagne a des gains tout à fait intéressants. Quand une ville comme Barcelone, par exemple, qui n'est pas la dernière ville, qui n'est pas une petite ville, quand Barcelone décide que tous ces contrats doivent être des contrats apartheid free, c'est-à-dire dénués de toute relation, que les entreprises qui contractualisent avec la ville de Barcelone ne doivent pas être impliquées, par exemple, dans la colonisation israélienne, qu'elles ne doivent pas être impliquées ni de près ni de loin avec la politique d'apartheid israélienne. Par exemple, c'est très important. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs dizaines de villes en Espagne, par exemple, qui ont décidé d'être des villes libérées de l'apartheid, donc toute relation avec, là aussi, des entreprises. Donc ça touche maintenant des entreprises qui commercent avec Israël, qui sont impliquées comme HP dans la colonisation, dans les systèmes de surveillance des Palestiniens, etc. Donc cette campagne BDS, il ne faut pas simplement la voir. Alors nous, citoyens et nous, consommateurs, on peut le faire tous les jours en refusant d'acheter des produits israéliens, en refusant, quand on va à la pharmacie, de prendre des produits Teva, de l'entreprise pharmaceutique Teva. Teva qui, entre parenthèses, va très mal du point de vue de ses actions. Les actions ont chuté. Les actions de Teva ont chuté. C'est vraiment un crève-cœur. Et voilà. Donc il y a ces actions, nous en tant que consommateurs, quand on va faire notre marché, mais il y a aussi, il faut voir cette campagne BDS de manière très large. C'est du désinvestissement, par exemple des fonds de pension de pays du nord de l'Europe qui décident de ne plus investir dans telle ou telle entreprise. Il faut voir que cette campagne de boycott des investissements sanctions, elle date de 2005, donc ça fait un peu plus de 10 ans. Et ce que nous disaient nos amis sud-africains, qui connaissent, qui ont bien connu ce qu'était l'apartheid et la politique d'apartheid, ils nous ont dit une chose, ils nous ont dit, mais cette campagne BDS pour les Palestiniens, elle va beaucoup plus vite que la campagne que nous avons initiée pour le boycott de l'Afrique du Sud à l'époque. Donc, eux, ils sont très intéressés, ils soutiennent bien entendu fortement cette campagne, mais ils disent que pour eux, ça avait mis beaucoup plus de temps et qu'aujourd'hui, cette campagne de boycott, elle est à l'œuvre dans de très nombreux pays et elle remporte des points chaque jour. Et je vous invite à aller sur les sites de la campagne BDS, il y en a plusieurs, et vous verrez toutes les actions et vous verrez tous les résultats qu'engrange aujourd'hui cette campagne qui est protéiforme, et encore une fois que Israël met beaucoup de moyens pour la contrer, donc c'est bien un encouragement pour nous d'une campagne qui marche forcément. Tu me tends une perche, Jérôme, par rapport aux Israéliens. C'est vrai que tu as parlé de l'approche globale et comment évoluer la campagne BDS d'un point de vue global. C'est vrai qu'on ne cite pas de manière précise comment eux, les Israéliens, la vivent et tous les moyens qu'ils y mettent. Il faut savoir qu'en 2016, avant 2016, en fait, la question du BDS était traitée par le ministère des Affaires étrangères et que c'est devenu, cette campagne de boycott, une menace tellement importante pour Israël que cette affaire a basculé sur un autre ministère qui s'appelle le ministère des Affaires stratégiques. Qu'est-ce qu'on y traite au ministère des Affaires stratégiques? On y traite la question iranienne. Et désormais, depuis 2007, à côté de la question du nucléaire iranien, on y traite de la question du boycott, tellement que c'est important et que ça marche. Donc je crois que ça, c'est une réponse à la question qui a été posée. Est-ce que le boycott marche? Il marche super bien.
au vu des moyens que les Israéliens mettent pour la contrer, c'est-à-dire qu'il y a 25 personnes qui bossent à plein temps, et pas n'importe quelle personne, hein, de leur police, les anciens du Shin Bet, etc., qui sont à plein temps, 25, à travailler sur cette question du boycott. Et c'est, je crois, je ne sais plus combien, 25, je ne sais plus combien de millions de dollars, il faudrait que je revérifie, qui sont alloués à ce ministère pour contrer la campagne de boycott. Donc c'est juste pour compléter l'histoire de l'efficacité du boycott. Le boycott marche, il marche très bien, et c'est tout ce qui nous reste, je dirais, pour agir. Et malheureusement, on n'agit pas tellement, pas comme on devrait le faire. C'est vrai que tout à l'heure, tu rappelais l'Europe. C'est vrai que l'Europe dénonce, mais là, une fois de plus, quand il s'agit de la question palestinienne, l'Europe est très fébrile, comme toutes les instances. De toute façon, on en a ras-le-bol de dénoncer. Je me dis, bon sang, c'est quand qu'on va sanctionner? Et c'est ça qui ne vient pas encore. Et ça viendra quand nous, je pense, on continuera à développer cette campagne. Je vois, l'Europe a les moyens de suspendre ses relations avec Israël. L'accord d'association, son article 2 dit bien, si on ne peut pas traiter et commercer avec un pays qui ne respecte pas le droit humain. Or là, on a toutes les preuves qu'Israël ne respecte pas le droit humain. Eh bien, qu'est-ce que fait l'Europe, une fois de plus? Attention, Israël, c'est pas bien ce que vous faites. Hein. Bon sang, mais voilà, là aussi, je trouve que les choses changeront certainement, mais moi, je me dis, il ne faut pas en attendre beaucoup des instances, quelles qu'elles soient, que ce soit européennes, françaises encore moins, et encore moins internationales. Elles ont le mérite d'exister parce que c'est le garde-fou en disant, bah, ça, c'est pas bien. En revanche, les choses changeront. Le système n'est pas... C'est à nous de sanctionner, et on a le pouvoir de sanctionner, mais on n'en a pas conscience. On n'en a pas conscience, on peut sanctionner de manière très efficace. Il faut qu'on continue à renforcer la campagne. Et tu rappelais, l'UFCM aussi peut être partie prenante. Là aussi, je rappelle quand même qu'il y a cette circulaire, on gagne quand même des choses. En novembre 2016, on a réussi quand même à gagner des petites choses. Il y a une circulaire maintenant qui est purement française, qui a paru dans le journal officiel, qui dit que désormais les magasins sont obligés d'afficher la provenance précise des produits qui viennent de là-bas, de l'autre côté. Et ils ne le font toujours pas. C'est-à-dire qu'on a la loi aussi, elle a un petit peu avancé, nous on est encore à la traîne. On n'est même pas là pour faire appliquer et revendiquer la loi. On pourrait tous maintenant aller débarquer dans un magasin, on ne bouge pas, vous ne respectez pas la loi. Parce qu'ils n'aiment pas la provenance des Parce qu'ils ne mettent pas la provenance des produits, précisément, quoi. En soi, c'est une aberration, hein. C'est-à-dire qu'on leur demande de mettre que ça vienne des colonies, je ne sais trop où. C'est une aberration quand on regarde, mais ça fait rien. Ça fait rien. Je voudrais juste ajouter que ne faut pas effrayer ceux qui veulent participer à ces actions. Vous trouvez toujours plein d'avocats qui travaillent pour vous gratuitement. Et donc, il faut oser y aller. Il faut vraiment oser. C'est vrai que moi, ça n'était pas dans ma culture d'aller dans un supermarché et de prendre un produit et d'aller le mettre à 150 mètres, d'aller voir le chef de rayon en lui disant « dis donc, c'est pas indiqué », où là, les avocats israéliens sont mélangés aux avocats du Pérou, vous voyez. Mais ça n'empêche que rien que ce contact, cette discussion, vous le faites vraiment en toute tranquillité et vous serez surpris de l'efficacité. Moi, simplement avec 2-3 interventions comme ça, j'ai fait supprimer les avocats israéliens de mon Carrefour Market. Voilà, personne ne m'a rien dit, mais j'ai constaté qu'ils avaient disparu. Vous voyez. Bon. Donc, faut oser. Il y a un moment donné, c'est là où des gens comme Lila ou Olivia, etc., nous ont un peu pris par la main, malgré notre âge canonique, je parle de moi, pour nous montrer que là où il y a du non-droit, eh bien, il faut dépasser un certain stade. Il faut avoir le courage d'enfreindre ce que vous croyez être le droit, mais comme tu l'as très bien dit, qui n'est pas le droit, vous voyez. C'est le droit qu'on vous fait croire, vous voyez. Donc, il y a vraiment des engagements. C'est pas aller faire le coup de poing que d'aller voir le directeur ou le chef de rayon du supermarché, et puis d'y revenir régulièrement, parce que comme le dit Lila, c'est le nerf de la guerre, vous voyez, la clientèle, le client est roi, vous voyez. Donc, il y a des moyens d'action, c'est le moyen économique. Moi, je suis surpris quand je vais, rarement, heureusement, mais dans les pharmacies, de voir finalement le nombre de pharmaciens qui a déjà intégré que Teva était boycotté. Quand vous tendez votre carte vitale, qui voient le truc, ils vont vous chercher autre chose, ils discutent même plus, vous voyez, ils savent, vous voyez. Et je pense qu'il y a un certain nombre de pharmaciens qui ne s'approvisionnent plus à Teva à la suite finalement de cette réflexion.
non violente qui leur a été mise sur la table. Il y a déjà eu beaucoup de prises de parole sur le sujet, donc je ne vais pas m'attarder, mais ça me paraît important à ce que tu viens de dire, Christophe, pour faire attention sur ce sujet-là. Je pense qu'on agit peu sur ce sujet-là aussi par peur. Et la peur, c'est, comme dit Armand Internet, c'est l'arme de Shaitan. Faut pas avoir peur. Il n'y a rien de dramatique de toute façon. Ce que vivent eux là-bas et les épreuves qui sont sur notre route seront sur notre route. Au contraire, d'avancer sur ce terrain-là, de se l'approprier et de faire en sorte que ça devienne une lutte, quelles que soient les évolutions de la législation, j'allais dire, ça ne sera que bénéfique dans notre cheminement propre en fait. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous dissuade par deux armes qui sont, je pense, qui sont très dangereuses, même par rapport à la manière de vivre dans nos foyers, par rapport à notre éducation personnelle, par rapport à l'éducation de nos enfants. C'est la peur. On vit dans la société de la peur, dans la société du sécuritaire, et ça devient dangereux en fait. Ça devient dangereux pour même l'animation de nos consciences. On ne peut rien faire quand on a peur. Même quand on croit à certaines valeurs, on n'arrive plus à avancer. Il faut que la peur, il ne faut pas que ça soit quelque chose qui nous anime et qui nous motive. Il faut que ce soit des valeurs qui soient positives, qui nous animent et qui nous motivent. Si on décide de ne pas faire quelque chose ou de faire quelque chose, il faut que ça soit toujours animé par quelque chose qui soit positif. La peur, elle devient dangereuse, elle devient destructrice à un moment donné. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant par rapport à ça. Et malheureusement, même si le combat avance, je pense qu'on recule aussi beaucoup sur la question du boycott à cause de ça, alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur en réalité. Quand on voit tous ceux qui ont lutté, qu'est-ce qui leur est arrivé finalement? Il n'y a rien de dramatique, comme il dit, on aura toujours un avocat qui va défendre, il y aura toujours quelque chose qui... Quel est le confort qu'on a à protéger? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième des choses, c'est aussi l'arme de l'insouciance, en fait, qui sont reliées à celle-ci. Alors, quand il parle des insouciants, ils sont pires que les bovins qu'on conduit à l'abattoir et qui réfléchissent plus, en fait. On vit dans une société où on nous pousse de moins en moins à réfléchir. Et le fait d'être insouciant et de ne plus se préoccuper des enjeux et de ne plus se préoccuper de ce qui même va nous affecter, le fait de consommer des produits qui sont volés, qui sont spoliés, c'est destructeur même pour nos âmes, c'est pas destructeur que pour nos corps, c'est pas que destructeur pour les Palestiniens. Donc c'est une démarche dans laquelle on doit forcément s'inscrire si on veut avancer, même spirituellement, même intellectuellement, même à tous les niveaux. Donc il faut faire très attention parce qu'on est assaillé par des arguments qui nous poussent à avoir peur, alors qu'il n'y a vraiment pas lieu d'avoir peur. Tous ceux qui ont lutté sur ce terrain-là, quand ils vous en parlent, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il faut passer le premier pas. C'est comme il disait tout à l'heure, le premier qui prend la parole, c'est toujours plus difficile, mais après, ça passe tout seul. Ben, c'est pareil en vérité là-dessus. Une fois qu'on l'a fait une fois, ben, ça y est, après, il n'y a rien de dramatique en fait. Mais le problème, c'est qu'après aussi, on est aussi pris par cette société de l'insouciance où on nous pousse de moins en moins à réfléchir et à avoir le souci de nos vraies responsabilités. Et quand les frères qui sont là-bas, les gens qui vivent là-bas, les populations qui vivent là-bas, ils nous disent en vérité, votre argent, c'est pas le plus important. En vérité, juste parler de nous, que cette question-là ne soit pas une question qui soit enterrée, qui soit mise sous silence, et le boycott. Parce qu'ils connaissent, eux, la valeur de ce boycott-là. Pourtant, ça leur apporte rien en direct, ils ne vont pas, eux, vendre plus de produits, ils ne vont pas s'enrichir du boycott. Mais parce qu'ils ont compris que c'était une démarche qui allait vraiment entretenir la démarche de conscience. Donc on a tous la responsabilité non seulement de le faire, mais d'appeler à le faire. Et de participer au moins une fois. Chacun d'entre nous, il devait se dire au moins une fois, je vais aller tracter, ou je vais aller voir mon commerçant, ou je vais aller le faire une fois et voir ce que ça donne. Et on se rendra vite compte qu'en vérité, le fait de faire les efforts dans la voie du bien, c'est toujours bénéfique. Comment faites-vous pour arrêter cette guerre? C'est pas les outils. Pardon? Les outils. C'était quoi la mission qu'on a fait pour arrêter la guerre? Je voudrais qu'on fasse une manifestation pour pouvoir arrêter cette guerre, pour dire stop. Je pense que la guerre, malheureusement, ils la vivent. Donc, ça ne dépend pas de nous aujourd'hui d'arrêter la guerre. Arrêter la guerre sans justice, c'est pas possible. Arrêter quand je parle de guerre, je ne parle pas forcément de la guerre à tous les niveaux. Le boycott fait partie de la guerre. La bataille juridique fait partie de la guerre. Tous ces éléments-là font partie de cette guerre-là.
Et on ne pourra pas baisser les armes, quelles qu'elles soient, toutes les armes qui existent, sans qu'il y ait une justice et sans qu'il y ait... il y a ce fameux slogan qui revient dans toutes les manifestations, pas de justice, pas de paix. Et c'est valable de partout. À partir du moment où on acceptera de parler de justice, et bien à ce moment-là, on pourra se concentrer sur la paix, parce que c'est la vocation même du message de l'islam, et c'est l'aspiration, je pense, de chaque être humain sur Terre, de vivre en paix. Oui, je voudrais juste dire que on a une grande responsabilité en France, en Europe, etc. Si on est en capacité, et on peut l'être, de créer un rapport de force ici en France, dans les pays d'Europe, cette campagne de boycott, elle peut aller tout à fait dans le bon sens. Parce que, pour le moment, le prix à payer par Israël n'est pas suffisamment important. Mais dès lors que Israël commencera à payer un prix beaucoup plus lourd de son occupation, de ses guerres à répétition, de ses crimes, etc., etc., quand ça commencera à être beaucoup plus lourd, alors oui, on aura une perspective de paix. Mais la seule possibilité d'une perspective de paix, c'est qu'effectivement la campagne de boycott continue à engranger des résultats et que l'occupation coûte à Israël, coûte à son économie. Et ça, c'est la meilleure garantie pour qu'on aille vers une perspective de paix auquel tout le monde aspire. Voilà. Bonsoir. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Alors moi, souvent, quand je vous écoute, j'essaie de m'analyser, moi, en tant que novice, sur la question, même si ça fait des années, nous aussi, on a grandi avec l'histoire palestinienne. Et pendant beaucoup d'années, on s'est dit, oui, c'est un conflit dans le monde, mais vu que ces bombes-là ne tombent pas sur notre toit, on le prend sur le second plan, on voit ça très loin et on ne se sent pas concerné. Et même si j'entends que la campagne BDS avance à grands pas et que pour l'instant c'est une réussite, moi dans ma petite sphère, dans ma petite vie, je ne vois pas quelque chose qui va dans le sens de, à part moi peut-être personnellement quand je fais mes achats, je vois qu'autour de moi, souvent on nous dit, mais, et c'est là où je ne suis pas très à l'aise dans ces interventions-là, mais je me mélange un petit peu, mais le fond, c'est quoi? C'est comment ça se fait que j'arrive pas à passer ce cap de conscience autour de moi, autour de ma famille, et même si c'est à toutes les échelles, il y a, voilà, quand on parlait de Gilles Devers qui travaille lui à son échelle, Christophe qui travaille à son échelle, Jérôme aussi, c'est nous, en tant que citoyens français qui habitons à des milliers de kilomètres de cette terre, comment je peux aussi être convaincu, essayer d'avancer mais d'une manière sereine et sans peur, mais déjà peut-être avant la peur avoir un minimum de conscience, dire voilà, et là c'est un acte citoyen, un acte humain, et c'est un acte religieux, parce que c'est profondément aussi dire voilà, il y a deux êtres humains et quand on entend ça depuis des années, on rentre dans une routine, oui, effectivement, les Rohingyas sont massacrés, en Afrique on massacre, en Palestine on massacre, et ça ne touche plus. La violence, un enfant qui achète une arme et qui n'a que 2 ans dans une grande surface pour Noël, ça ne nous choque plus. Il y a plein de choses qui ne nous choquent plus, et on devient anesthésié. Et moi, à ma petite échelle, me dire, mais comment je vais faire pour être un peu plus conscient, être éveillé sur toutes ces questions d'injustice dans le monde, Palestine comme ailleurs. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui fait que quand je suis autour d'une conférence, j'en prends conscience, comme si vous avez allumé une bougie, et puis le train-train le rattrape et fait que cette conscience-là disparaît de plus en plus, et puis je rentre dans cette routine qui nous broie,
et que voilà, il y a plus de conscience de dire voilà, je fais attention quand je rentre chez mon marchand et regarder réellement d'où vient la provenance. Comment ça se fait que certains y arrivent et moi j'y arrive pas? Et si on pouvait passer, comment certains y arrivent et moi j'y arrive pas, et comment j'essaie de passer ce cap, d'avoir d'être acteur de ce mouvement, et comment faire que moi, en tant qu'acteur, je puisse aussi développer ça autour de ma famille, parce que moi, les questions que souvent les réponses que souvent je reçois, c'est mais si tu commences à boycotter tous les produits, tu vas plus manger. Si tu vas passer, voilà, si au lieu de passer une demi-heure à grande surface, tu vas passer 3 heures à essayer de filtrer. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même niveau de conscience. Et puis même si vous tenez pas longtemps comme ça. Et puis c'est pas vous il n'y a pas que vous qui faites les courses à la maison. Et des fois on voit il y a un décalage entre les gens qui partent, et j'en suis convaincu que vous êtes convaincu, et c'est un engagement que... mais il y a des personnes... C'est souvent, je parle dans que ce soit au niveau spirituel, au niveau action concrète, c'est qu'il y a, à mon avis, il y a des degrés de conscience. Il y a des degrés de... et dire, moi, j'ai envie de marcher marche par marche, et d'une manière sereine, où effectivement, je balaye l'histoire d'inconscience, je balaye l'histoire de la peur, et je marche sereinement. Et beaucoup de Français, moi je pense que je fais partie d'une majorité de citoyens mondiaux, c'est pas que dire, ben voilà, effectivement, on n'aime pas l'injustice, on n'aime pas ce qui se passe, mais on n'est pas acteur de leur destin. Alors que ce que vous démontrez à travers vos conférences, et merci beaucoup pour ça, c'est que non, chacun peut être acteur, chacun peut... et si chacun pouvait vous ressembler un petit peu dans son quotidien, moi je pense que la campagne BDS pourra faire beaucoup plus. Tracter, après une conférence comme ça, je dis ouais, mais pourquoi j'ai pas tracté depuis des années que j'entends l'histoire palestinienne, jamais une fois je suis parti dire oui à mon pharmacien, ne me donnez pas du Teva, ou voilà, pourquoi je ne vais pas essayer de me rapprocher de ces associations-là qui travaillent sur... Parce qu'on est broyé, on dit on a un train-train, et on n'a pas le temps. Et si on devait s'occuper de plein d'injustices, et bien ce serait plus nous. Et puis aussi, ma question aussi, parce que je mélange, je vous mets tout ça en bloc, une de mes questions, c'était de dire, quand on voit toutes ces injustices-là, excuse-moi de te couper, Rachid. Ouais. Juste si tu peux... on pourra terminer après, parce que là, je pense qu'on va laisser répondre brièvement. Répondre à Rachid. Oui, c'est ce que je dis, on va laisser répondre brièvement. Et puis après, je pense qu'on va faire un break. Et puis, on pourra aller acheter les livres de Christophe, les faire dédicacer. Ce sera l'occasion pour poursuivre la discussion. Je vais répondre très brièvement. Voilà. Premièrement, contrairement à ce que vous dites, vous exprimez très bien et vous décrivez parfaitement le processus par lequel nous sommes peut-être tous passés, moi en tout cas. Quand j'avais votre âge, je vous dis, moi j'étais complètement bien moins éduqué et formé, et donc vous décrivez justement les différents stades du processus de la prise de conscience que, eh ben, on doit sortir un petit peu de son train-train. Plus on découvre l'extérieur, plus on s'aperçoit qu'il y a des choses à faire. Donc vous le décrivez absolument parfaitement. Ce que vous décrivez, c'est l'apprentissage, c'est la prise de conscience. Et quand moi, ce que vous dites, vous avez pris cette conscience, donc forcément, ça irradie autour de vous. Vous êtes inscrit dans un processus qui est celui que, toi peut-être que tu es né dans le processus, mais moi très honnêtement, j'ai été beaucoup plus âgé quand j'ai commencé à se rendre compte, tu sais, quand on fait des études, on est très ignorant, hein. On est focalisé sur quelque chose, et puis c'est après qu'on s'ouvre à la vie. Mais vous avez donné les réponses dans votre explication, qui étaient au contraire très claires. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, moi je crois aussi qu'il y a... D'abord, on ne peut pas embrasser toutes les causes et tous les sujets qui nous font bondir chaque jour. La question palestinienne, elle est une question assez particulière pour moi, parce que il s'agit d'abord, on l'a vu à travers l'histoire, d'une injustice incroyable,
Et non seulement c'est une injustice incroyable, mais c'est quelque part un révélateur de la marche du monde. Pourquoi des dirigeants, les dirigeants africains seraient déférés devant la Cour pénale internationale, sûrement à juste titre. Mais pourquoi les dirigeants israéliens ne seraient pas déférés devant la Cour pénale internationale? Aucune raison. Donc, la question palestinienne, c'est effectivement une question d'un révélateur, d'un deux poids et deux mesures, d'une injustice. Christophe, tout à l'heure, parlait de révéler que les Palestiniens sont des humains. Mais c'est incroyable. On a déshumanisé, dans les pays européens, en France, on a déshumanisé les Palestiniens. Ce seraient des gens étranges, à moitié terroristes, assoiffés de sang, etc. C'est une propagande absolument incroyable auquel on a affaire. Donc, voilà. Alors, quand on a conscience de cette injustice, de du fait qu'elle dure depuis tellement de temps, quels sont les indicateurs de la marche du monde? Il n'y a pas de raison qu'il y ait une justice internationale qui s'occupe des uns et qui ne s'occupe pas des autres, que la question des crimes contre l'humanité soit traitée pour les uns et pas traitée pour les autres, etc. etc. L'exceptionnalité dont jouit Israël est devenue absolument insupportable. Mais pour rester positif, Christophe parlait tout à l'heure il se souvient quand il était plus jeune, il n'y a pas longtemps, mais rappelons-nous ou disons que moi je connais beaucoup de gens de la génération de 60 ans ou de 70 ans, mais en 1967, tout le monde était pro-israélien. Enfin, ça ne se posait même pas. Ce petit peuple qui était entouré de plein d'Arabes avec le couteau entre les dents, etc., etc., qui avait fait la guerre des 6 jours, alors avec plein d'histoires qui se racontaient, avec tout ce qui s'est raconté sur un peuple sans terre pour une terre sans peuple, etc. Enfin, voilà, tout ça, toute cette injustice-là accumulée. Mais donc, je disais, il y a 50 ans, au moment de la guerre des 6 jours, la grande majorité des Français étaient pro-israéliens. Au jour d'aujourd'hui, en 2017, c'est beaucoup plus contrasté. Non seulement c'est beaucoup plus contrasté, mais une majorité de Français et d'Européens estiment qu'Israël est un problème quand même. Qu'il y a un sondage de la BBC chaque année qui classe les pays et sur leur dangerosité et sur le fait qu'ils menacent la paix du monde. Mais Israël se retrouve avec les mauvais élèves de la Corée du Nord, etc. Israël se retrouve avec la Corée du Nord dans les sondages. C'est-à-dire que les gens ont bien conscience que cette situation ne peut pas durer et ont bien conscience quand même de la dangerosité de la politique israélienne et du fait qu'elle s'attaque, encore une fois, elle peut s'attaquer non seulement à la paix du monde, mais à son équilibre et au fait qu'on puisse réguler les conflits de manière plus sérieuse que ce qu'on fait avec Israël. Donc tout ça pour dire que chacun fait comme il peut, j'ai envie de dire, et même un acte, 2 actes, etc., c'est déjà bien, il ne faut pas qu'on soit dans la culpabilité, mais je pense qu'il faut accompagner un mouvement et on va dans le bon sens parce qu'encore une fois, les gens comprennent bien qu'il y a quelque chose qui est tordu et qui ne fonctionne pas. Donc il faut accompagner ce mouvement, c'est la campagne BDS, c'est d'autres campagnes, c'est les campagnes qu'on va mener en 2018 et je vous invite à votre... chacun à sa mesure, à son temps, à sa disponibilité, d'amener ces petits cailloux sur ce chemin qui est parfois un peu semé d'embûches, mais en tout cas qui est un chemin positif et qui est un chemin d'espoir. Juste pour
trois choses, je pense passer dans un peu, mais déjà, je pense que chacun a ses luttes aussi spécifiques. Il faut faire attention, c'est que le palestinien est une des luttes, c'est une lutte centrale et c'est une lutte fondamentale. Mais on ne peut pas tous en devenir des spécialistes. Pour autant, le problème, je pense, dans ce que tu évoques, c'est qu'on a tous des opportunités de faire le lien entre les différentes luttes, notamment sur la question palestinienne. Comme tu dis, on va tous faire nos courses, et à la limite, si ça devient trop compliqué, tant mieux, on arrêtera d'aller dans les grandes surfaces, peut-être qu'on trouvera d'autres moyens, c'est pas le seul moyen de s'alimenter. Donc c'est pas... Il y a, quand tu vas acheter tes médicaments, quand tu vas faire un acte, quand tu vas faire ceci, il y a toujours une opportunité de se rappeler. Et là, c'est le problème, c'est quand on tombe dans ce rythme de l'insouciance, où on fait des choses mécaniquement. C'est un danger aussi, c'est-à-dire que ça, après, c'est une remise en question personnelle. On ne peut pas aller dans une pharmacie, moi ça m'est arrivé une fois, d'aller chercher des médicaments, pressés, machin, etc. et tout, j'arrive à la maison, des trucs Teva, je me suis fait incendier. Mais c'est vrai que je me suis fait incendier parce que j'ai pas fait attention, j'ai pris le truc, je suis parti, j'ai pas eu le temps de discuter, j'ai pas eu le temps de machin, et la pharmacienne j'étais obligé de repartir. Je me suis encore plus embrouillé parce que c'était une pharmacienne qui voulait pas entendre parler alors il y a des pharmaciens qui jouent le jeu, mais il y en a d'autres qui jouent pas du tout le jeu pour le coup. Mais c'est-à-dire que ça doit être l'exception. Parce que t'as pas mis d'autocollant sur ta carte. Si, mais on n'a rien à faire. Non, rien à faire. Non, rien à faire. Et c'est une pharmacie justement qu'on est censé boycotter. Je m'enfonce là. Parce que on va faire encore une autre histoire, mais je ne le savais pas. En tout cas, on a tous des opportunités de participer à ça en fait. Il faut saisir les opportunités. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunités. À chaque fois, il y a des opportunités. Après, c'est vrai qu'on peut tomber dans l'oubli. Et c'est là, en sortant de la conférence, peut-être demain, je vais aller chez le pharmacien, je vais expliquer, je vais aller dans la grande surface, je vais voir des trucs Israël, je vais aller parler au chef de rayon, etc. Et puis dans 3 semaines, je ne vais plus le faire, et puis dans un mois, je ne vais plus le faire. Mais ce qu'a dit Christophe au départ, je ne sais pas si c'était quand on est dans les couloirs, c'est même un principe islamique, c'est-à-dire que lui, il s'impose 3 fois par an d'y aller. Mais on a besoin de rythmer le rappel. Pourquoi on prie 5 fois par jour? Pourquoi on jeûne 1 fois par an? Pourquoi? Parce qu'on oublie en tant qu'être humain, c'est normal. Donc on a besoin de revivifier. Donc dans des moments comme ça sert à revivifier. Si dans nos années, on n'organise pas des moments où on se rappelle de l'importance de la cause palestinienne, elle va passer au placard et elle va passer dans les fins fonds du placard même. Donc il faut qu'on rythme aussi nos années de telle manière à ce qu'on puisse se rappeler et en refaire une lutte qui soit centrale, parce qu'elle est fondamentale, elle est importante, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan politique. Elle symbolise beaucoup de choses. C'est-à-dire que quelles que soient les luttes qu'on a, quand tu parles tu es beaucoup impliqué sur les questions de pauvreté, etc., la question du sionisme, la manière de penser le sionisme, la manière de penser Israël et la manière de penser comment vivent les Palestiniens aujourd'hui quand ils nous disent qu'ils sont en autosuffisance, qu'ils essaient. C'est-à-dire que la manière de penser l'économie en Palestine et la manière de penser l'économie en Israël, c'est 2 modèles de société complètement opposés. Et donc il y a des choses qui sont centrales et qui doivent nous parler à nous dans quelles que soient nos luttes. Donc on est obligé de se relier à ce qui se passe là-bas. Donc ça, il faut s'en rappeler et mettre des moments de rappel chaque année. Sinon on va oublier, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est pas d'avoir des moments. Il a les parties. Et là Clôture ou... C'est une clôture ou c'est une pause en fait? J'ai pas bien compris ce qu'elle a dit. Non, c'est une clôture. On ne laisse pas le dernier mot là. Pas le droit de parler. Non. Demande à Allah de unir nos cœurs, de nous maintenir sur le chemin de la foi, de maintenir nos pas avec fermeté sur cette voie de la lutte pour la Palestine, de soutenir les Palestiniens dans leur lutte, de les raffermir, de les aider, de nous mettre en lien avec eux, de nous accorder le combat pour la justice, d'éveiller nos cœurs à son message et de nous guider ainsi que notre proche. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام